Super, on va démarrer, il est 35. Merci encore à tous pour être venus aujourd'hui pour ce webinaire où on va parler du coup de revue de code, mais pas que, on va parler aussi de ce qui entoure un petit peu ça. Les revues, c'est quelque chose qui ont été mis en place il y a un petit moment et on pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont mis ça en place, ces process de revue de code. Et pour autant, des fois, c'est un petit peu artisanal, la manière de faire ces revues, puis on n'est pas forcément formé d'ailleurs à l'école pour ça. Donc, on va parler aujourd'hui justement de comment est-ce qu'on peut améliorer ce process de revue, comment est-ce qu'on peut le fluidifier, comment est-ce qu'on peut être plus efficace pour toujours livrer plus rapidement en production des choses de qualité. Donc, on a Eric qui nous a rejoint aujourd'hui pour parler de tout ça, parce que Eric a beaucoup d'expérience sur le sujet. Donc, je vais te laisser te présenter et puis nous raconter tout ce que tu as pu prévoir. Oui, ça marche. Merci Arthur. Donc moi, c'est Eric Usuro. Je suis ingénieur en logiciel, software engineer chez Datadog, basé ici à Bordeaux. Et voilà, je suis un passionné de code review et surtout toute la culture autour de la code review. Voilà. Et pour me présenter, parce que je ne l'ai pas fait, donc effectivement, si jamais les gens ne me connaissent pas, c'est bien que je me présente aussi. Donc moi, je suis Arthur Mann, CTO et cofondateur de Promise. Donc on organise comme ça régulièrement des petits webinars sur différents sujets tech. Et on est éditeur de logiciels. On développe une solution en fait qui est basée sur des plugins IDE et des plugins de revue de code, justement, avec des plugins pour GitLab, GitHub, Bitbucket, Azure DevOps, qui permettent justement aux équipes de développement de se partager ce qu'on appelle des bonnes pratiques de développement ou justement des bonnes manières de faire sur le code, l'architecture, les tests, etc. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un œil sur notre site web que Cédric vient de partager. Et vous avez accès à une version gratuite de Promise si vous voulez le tester dans votre entreprise. N'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs si vous avez des questions. Je laisse enchaîner, Eric. Ah bah, c'est plutôt à toi, Arthur, si tu voulais nous donner le sommaire et les premiers quelques slides. Après, je reprendrai pour la première partie. Très bon rebondissement. Du coup, effectivement, on a découpé ce talk en fait en deux parties. Donc, la première, c'est ce qui se passe avant la revue de code. Donc, comment est-ce qu'on va justement structurer nos commits? Comment est-ce qu'on va écrire du code qui, dès le début, en fait, va être mis en ordre, on va dire, pour que la revue se passe bien. Parce que si jamais on ne fait pas attention à ça, on va avoir tendance peut-être à écrire des pull requests qui sont trop grosses, à écrire du code avec beaucoup de changements qui ne sont pas forcément atomiques. Donc là, Eric va vraiment nous parler de tout ce mindset qu'on peut avoir qui va nous aider à structurer le code pour qu'il soit justement facile à relire pour quelqu'un d'autre, parce que l'activité de revue de code, c'est quand même quelque chose qui est complexe et qui demande justement beaucoup d'attention. Donc, si on peut le faciliter, tant mieux. Et la deuxième partie, ce sera vraiment sur cette étape de revue de code en elle-même. Lorsqu'on est en train de faire la revue, qu'est-ce qu'on va identifier? Qu'est-ce qui est important justement de laisser passer ou non? En gros, c'est quoi des commentaires pertinents et comment est-ce qu'on peut fluidifier tout ça? Et comment est-ce qu'on peut surtout capitaliser sur les commentaires qui sont donnés pour éviter de répéter toujours les mêmes choses en revue de code et de perdre notre temps justement avec ce process. Cool. Ouais, alors du coup, si jamais tu peux passer du coup, Eric, Ouais. hop, pour voir les différentes questions. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous poser 2-3 questions juste pour voir dans l'audience ici, qui est-ce qui fait des revues de code? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ne font pas de revue de code aujourd'hui? Ou est-ce que, au contraire, aujourd'hui, ici présent sur le webinar, vous faites des revues de code? Vous pouvez répondre directement dans le chat, par oui ou par non, pour nous dire effectivement si vous avez tendance à faire des revues de code ou pas. Oui, oui. Peter, oui. Bon, j'imagine que si vous êtes présent aujourd'hui, c'est fort probable. C'est fort probable, effectivement. Donc, OK. Donc, on va dire que la grande majorité du temps, vous en faites. Est-ce qu'elles sont systématiques, ces revues de code? Donc, pareil, vous pouvez répondre par oui ou par non. Est-ce que c'est vraiment tous les morceaux de code qui passent qui doivent être soumis à revue de code dans les pull requests, ou est-ce que c'est plutôt de temps en temps? OK, donc oui, oui, oui. Alors, on anticipait un peu que la réponse soit oui tout le temps. 95%. Donc, effectivement, David, on va dire que c'est oui presque tout le temps.
Combien est-ce que vous avez de niveaux de review? Les niveaux de review, ça veut dire, est-ce qu'il y a une seule personne qui doit relire le code et qui va le valider? Ou est-ce que vous avez plusieurs personnes et peut-être vraiment 2 ou 3 personnes différentes qui doivent, valider ces différents niveaux? Dany, on voit 2. Louis, 1 minimum. En général, 2 reviewers. Ouais, donc c'est quand même 3 personnes qui doivent Ah, reviewer. c'est un minimum. OK. OK. Je croyais que c'était 1 minute. Quelqu'un qui fait des code review en 1 minute, ça me faisait peur. Ouais, ce serait pas très efficace. Non, je pense que c'est un minimum. D'accord. Effectivement, ouais, un seul niveau. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont plus d'un niveau de reviewer. Et est-ce qu'on a une autre question? Voilà, celle qui est importante. Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu que ça fonctionne bien, qu'il n'y a plus grand-chose à faire pour améliorer ça chez vous? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des axes d'amélioration parce que vous avez l'impression que ça traîne un petit peu en longueur ou justement qu'il y a des choses qui passent quand même? Est-ce que vous voyez des problématiques ou est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, ça se passe bien chez vous? Là, c'est des réponses un peu plus complexes. Ouais. Peter, tu me dis trop long, perfectible. Bon, si quelqu'un nous dit c'est parfait, tout va bien, c'est quand même bizarre parce que normalement, il y a toujours moyen de faire mieux. Utile uniquement sur le suivi des guidelines. Ok, ça, pas trop mal. On est encore en train de se structurer sur des commits. Donc, perfectible, bah, ça tombe très bien, Bastien, parce que du coup, ça va être le sujet qu'on va aborder juste après. Et oui, globalement, ça fonctionne bien, mais effectivement, il y a des soucis par rapport à la compréhension du fonctionnel. Donc, ouais, il y a encore d'autres problèmes à ce niveau-là. Et David, ça devient laborieux quand il y a beaucoup de diffs. Donc, ouais, c'est toujours les choses qu'on voit régulièrement d'une entreprise à l'autre. Bah, je te laisse avancer. Du coup, Eric est rentré dans le vif du sujet sur cette partie. Très bien. Bah, ça nous aide à avoir un peu de contexte sur l'audience. Merci pour les réponses. Du coup, partons sur la première partie de notre talk aujourd'hui. C'est l'écriture pour la review. Petite sommaire des sujets que je vais aborder moi. Le premier, c'est le développement est un sport d'équipe. Après, on parlera de la mentalité de la revue de code. De là, on passera au changement atomique et on finira avec une petite section sur le contexte, comment donner le contexte. D'accord? Donc, un peu de contexte sur moi. Je travaille pour la société qui s'appelle Datadog. C'est une boîte, on fait du monitoring as a service. À peu près 5000 employés, dont 2000 ingénieurs. Les sièges de la boîte, c'est à New York et à Paris. On a un gros bureau à Paris. Et ordre de grandeur, une vingtaine de mille de clients. Et on a aussi un petit bureau ici à Bordeaux, voilà, la place des Ponts-Hommes. Donc, pour vous donner un peu de contexte sur le mindset que j'ai, moi, personnellement, Datadog, où est-ce qu'il se trouve? Je dirais qu'il se trouve plutôt vers les grosses sociétés. Si on imagine que la petite structure ici, c'est des startups, etc., Datadog, c'est listé sur le Nasdaq, etc., donc c'est déjà 5000 employés, c'est une grosse boîte. Mais les 10 dernières années d'expérience que j'ai, moi, en tant qu'ingénieur, c'est principalement plutôt dans les grandes sociétés. Mais pour revenir en arrière, je n'ai pas toujours travaillé dans des grosses boîtes. J'ai aussi fait pas mal de startups, etc. Et la première fois, en fait, que j'ai vu du code review, c'était il y a 11 ans, quand j'ai rejoint Google à Paris. Du coup, tu vois, premier jour, première semaine, tout le monde est excité, nouveau job, Google, c'est fun. Et puis, on m'a présenté un peu le code base, etc. Et je commence, on m'a donné ma première tâche sur laquelle j'allais travailler. Je commence à coder, etc. Tout va bien. Et puis, je suis prêt à envoyer mon premier PR, mon premier code review, si vous voulez. Je clique sur le bouton, j'attends. Et premier retour, aïe! C'est un peu la sensation que j'avais. J'ai eu plein de commentaires, un peu à droite, à gauche. Je me sentais vraiment attaqué par le reviewer, etc. Ça fait mal. Mais bon, je ne perdais pas le moral. Je me suis dit, bon, il faut que je
fasse un effort, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Du coup, je corrige, j'adresse les commentaires. Et puis, deuxième review, bam, encore. Deuxième fois, une vingtaine de commentaires, des trucs à droite, à gauche, vraiment difficiles. Alors, try harder. Troisième review, bam, encore. Et grosso modo, ce process qui m'a vraiment abattu un petit peu au début, à la fin, je me suis dit, bah, en fait, je le fais pas correctement. En fait, c'est pas tellement que j'écris du code qui est pourri, c'est la manière dans laquelle j'écris du code, ça marche pas pour ce nouveau process de développement. Et du coup, bah, ça m'a mis plusieurs semaines, voire des mois, à vraiment comprendre ce que je faisais pas bien. Et là, Google, c'est une excellente boîte pour apprendre. Donc, j'ai appris. Et puis, à la fin, je me suis dit que c'est plutôt un très bon outil pour apprendre et pour améliorer. Et du coup, j'aime beaucoup le code review. Et cette process d'apprentissage, c'est quelque chose qui m'a vraiment formé et que j'ai apporté dans les autres boîtes où j'ai travaillé depuis. Donc, j'aime beaucoup le code review. Donc, parlons de notre premier sujet qui est que le développement est un sport d'équipe. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept, ça vient d'un livre qui s'appelle Team Geek et je vous invite tous à acheter et lire. Je pense que vous pouvez même le lire en ligne. C'est un super livre écrit par des engineering managers de Google Chicago, je pense. Donc, c'est un concept que j'ai pioché chez eux et que je trouve vraiment bien. C'est une bonne manière de regarder le process de développement dans une structure où tu n'es pas un peu tout seul à écrire du code. Parce qu'en fait, typiquement, quand on pense au développement, comment c'est vu par les médias, notre conception, on voit beaucoup des images comme ça. C'est le programmeur solitaire qui bosse tout seul sur son ordi. Mais en réalité, on sait tous que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dès qu'on passe à des structures un peu plus grandes où on a des équipes, on travaille ensemble, bah le coding, ça ressemble plus à ça. Tu t'approches du moniteur de ton pote et vous regardez ensemble, vous discutez. Et puis le code review, ça fait partie de ces process de partage et de travail en équipe. Du coup, pourquoi je le mentionne ici? C'est parce que je pense que un skill une compétence, pardon, qui est super important pour la code review, c'est d'avoir de l'empathie. Et c'est quelque chose qu'il faut emmener à la table chaque fois qu'on va écrire du code, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Alors, dans le contexte de l'écriture du code et du code review, l'idée, c'est, toi, en tant qu'auteur, tu essaies de te mettre dans la tête de la personne qui va reviewer ton code, tout simplement. Donc, ce que je propose, c'est ce que j'appelle une mentalité de la revue de code. Et pour l'obtenir, il faut commencer par penser en delta. Alors, qu'est-ce que je veux dire par penser en delta? Delta, c'est le changement. Il faut savoir que quand vous écrivez du code, vous, sur votre écran, dans votre IDE, vous voyez ça. Vous voyez des bouts de code, etc. Mais le reviewer, ce n'est pas ce qu'il voit. Lui, il ne voit pas ça. Il voit le diff. Il voit le changement. Il voit l'avant et l'après. Du coup, c'est une approche très, très différente de comment on voit le code. Alors, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à réfléchir un peu avant de coder. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour commencer, même avant de taper la première ligne de code, on peut faire un plan pour nos commits. Alors là, je mets en parenthèse au mieux. Évidemment, on sait tous que quand on s'embarque dans un nouveau feature ou dans un bug très compliqué, souvent, la solution finale ne ressemble pas forcément à notre plan original. Ce n'est pas grave. Néanmoins, on peut essayer, dès le début, de structurer notre pensée, notre approche, en pensant commit 1, commit 2, commit 3. Un autre angle où il faut réfléchir, c'est qui va faire la revue? Encore une fois, avant de taper la première ligne de code, qui est-ce qui va faire la revue de mon PR? Parce qu'en fait, si c'est quelqu'un de mon équipe que je connais bien,
ou si c'est quelqu'un d'une autre équipe dans un autre bureau, en fait, l'approche va être très, très différente. Et surtout, le besoin de donner du contexte, etc. Pas le même niveau. Finalement, comment est-ce que le code sera déployé? Est-ce qu'on a besoin de cacher tout ça derrière un feature flag? Est-ce qu'on va faire des A/B tests, etc. Tout ça, ça joue sur la planification qui se passe avant de coder. Et ça fait partie du mindset du code review. Il faut réfléchir à ces trucs avant de coder. Comme ça, quand on arrive au pull request à la fin, c'est beaucoup plus facile pour le reviewer de faire le review. Et un dernier tip que je donne toujours, et il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas, mais je pense que c'est super important, c'est d'avant d'envoyer un PR en review, prenez le temps d'aller regarder vous-même dans l'outil de code review, que ce soit en GitHub ou Crucible ou je ne sais pas quoi, mais prenez le temps de regarder votre code en forme de delta, dans le même format que votre reviewer va le voir. Parce qu'en fait, souvent, on se rend compte que ce n'est pas exactement comme ça qu'on le voyait quand on a écrit le code dans l'IDE. Et on peut trouver plein de choses à améliorer à la dernière minute avant d'envoyer la PR qui vont épargner énormément de temps aux reviewers. Empathie. Bon, donc ça, c'est un peu la mentalité du code review. OK ? Maintenant, parlons plus techniquement sur comment on peut faire. Et je veux parler du changement atomique. Alors, qu'est-ce qu'un changement atomique ? Ce n'est pas une explosion nucléaire, même si beaucoup de PR vont peut-être ressembler à ça. Ça nous arrive tous. Non, le changement atomique, c'est un concept où on va essayer de structurer notre code de manière que un changement ne contient que une seule chose qui est changée à la fois. On va essayer, avec notre changement atomique, de laisser le code dans un état cohérent, c'est-à-dire le code marche, on peut faire tourner l'appli ou whatever. Le changement est révertable sans tout casser. Si jamais il y a une erreur avec mon changement, on peut l'enlever et ça marche comme avant. Et finalement, et peut-être le plus important, c'est que ce soit lisible ou digérable. C'est quelque chose qui peut être reviewé par un humain sans une explosion de tête. Alors, quand on parle du changement atomique, souvent on me dit oui, mais changement atomique, ça veut dire quoi? C'est un commit atomique? C'est un pull request atomique? Comment je fais? Et ma réponse à ça, c'est qu'en fait, faut avoir de l'empathie. Il faut penser à qu'est-ce qui va être attendu par votre reviewer. OK? La granularité pour l'atomicité, ça va être en fonction de comment ça va être reviewé. Du coup, moi, dans ma société, surtout dans mon équipe, dans mon équipe à Datadog, nous, on s'envoie des pull requests avec des commits atomiques. Et on sait tous que quand Eric il envoie un PR, on ne va pas regarder tous les fichiers d'un coup, on va aller commit par commit et ça va avoir du sens, il va y avoir du storytelling dans le PR. Et voilà. Ça, c'est mon cas. Quand j'envoie un PR à une autre équipe où je ne suis pas sûr de comment ça va marcher, je mets un petit commentaire au début du pull request pour dire « Attention, ce PR est écrit avec des commits atomiques. Du coup, je vous conseille de le digérer commit par commit. » Voilà. Alors, le pull request ou le commit atomique, le changement atomique, quelle est la taille parfaite ? Trop grand, trop petit. En fait, je pense que si vous faites une recherche sur Internet, vous trouverez certainement une cinquantaine de blogueurs qui vont vous dire des chiffres précis sur le maximum de diff dans un changement. Perso, je pense que ça n'a pas de sens. Tous les langages sont différents, les contextes sont différents. Peut-être 500 lignes de changement dans un langage ou dans un contexte, ça passe, mais dans un autre, ce serait vraiment trop. Donc, plutôt que d'essayer de proscrire une taille parfaite, moi, ce que je préfère, c'est de regarder un peu les anti-patterns, des choses qu'on ne devrait pas faire. Okay ? Du coup, pour les commits, les changements qui sont trop grands,
Donc, là, on essaie de faire, encore une fois, dans mon expérience, c'est des commits atomiques. Du coup, un commit atomique qui est trop grand. Comment on va le savoir? Si on regarde le commit message, il y a un premier signe ici dans la première ligne. Je dis add button for special queries and recode the data, blablabla. Si c'est difficile à résumer tous les changements dans la première ligne du message de commit, en fait, c'est un code smell, enfin, c'est un code de review smell, si vous voulez, que peut-être on est en train de faire trop de choses dans ce commit. Et de la même façon, un autre sniff qu'on voit tout de suite, c'est quand on trouve qu'on utilise des bullet points dans le message de commit. Ça veut dire que clairement, on est en train de faire plusieurs choses dans ce commit. Et probablement, c'est un bon signe que ces bullet points, ce sont peut-être des choses qu'on pourrait splitter en plusieurs commits. D'autres signaux quand il faut isoler, des modifications qui sont non liées. Donc, si mon objectif avec ce changement, ce commit atomique, c'est de changer la documentation, s'il y a une erreur de frappe ou un truc comme ça dans un autre fichier, on va pas mélanger les deux choses. On va faire une chose à la fois, chacun dans son propre commit. Pareil pour le formatage ou white space. Ça, c'est bon, de plus en plus, les gens vont utiliser des linters, etc., pour éviter ce genre de problème. Mais si jamais vous avez reçu un pull request où en fait l'auteur a reformaté tous les fichiers dans le repository, good luck à trouver qu'est-ce qui a changé dans ce PR. C'est impossible. Toutes les lignes sont rouges, toutes les lignes sont vertes, c'est impossible. Du coup, si vous voulez faire du formatage ou du white space, c'est très bien, mais faites-le dans des commits atomiques à part. Parce que ça, c'est le truc le plus simple à reviewer. En commit où on fait que du formatage et zéro changement au code, très bien. Tampon. Refactorisation. Donc celui-là, c'est probablement le plus difficile. Et c'est là où, quand j'avais dit plus tôt, on essaie de créer un plan pour les commits dès le début. Bon, souvent, on s'embarque dans un changement et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas possible sans faire une refactorisation. Alors, le plus naturel, c'est qu'on a fait la moitié du feature, on se rend compte qu'il y a une refactorisation à faire. Du coup, on le fait, on finit le feature et on ship tout dans le même commit. Là, on est en train de mélanger des choses. Et votre reviewer, il va être obligé, dans sa tête, de mentaliser et la refactorisation qui a été fait et le nouveau feature que vous faites. Parce qu'ils sont mélangés dans le même commit. Du coup, ce que nous proposons, c'est faites ça dans 2 commits séparés. C'est difficile. Ça prend il faut un peu de réflexion, il faut un peu de Git Rebase Interactive Skills, mais c'est faisable et ça change la vie pour le reviewer parce qu'il va pouvoir regarder chaque changement en isolation et c'est 1000 fois plus facile à reviewer. Alors, ce n'est pas que des commits qui sont trop grands, hein. Il y en a aussi qui sont trop petits, à mon goût. Du coup, un code sniff, c'est le code qui ne marche pas. Donc, moi, souvent, je vois des gens qui m'envoient des PR qui sont comme ça. Premier commit, add new feature. Bravo. Deuxième commit, il y avait un bug. Fix bug with new feature. Bravo. Troisième commit, il y avait un autre edge case que j'ai corrigé. Donc, moi, en tant que reviewer, pour être très honnête, je m'en fiche un petit peu de ces 2 commits-là. Ça représente bien le parcours que vous avez eu dans votre développement. Mais moi, en tant que reviewer, je m'en fiche. Moi, je veux voir le feature dans son entier. Et le fait d'avoir ces fix bugs, etc., séparés, ça ne m'intéresse pas du tout. Du coup, squash tout ça, mets-le dans un seul changement atomique et on continue avec la vie. Alors, un autre signe que c'est peut-être trop petit, c'est les tests isolés. Ça, je vois aussi souvent. Premier commit, fix bug with widget. Et le deuxième commit, c'est update tests.
encore une fois, c'est parce que souvent, dans notre process de code, on n'est pas tous TDD, Wizard, etc. Du coup, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va corriger le code et après, on se rend compte que la CI nous dit que les tests sont cassés et du coup, on retourne, on corrige les tests, on push un nouveau commit. Bon, très bien, c'est pas la fin du monde de coder comme ça, mais moi, en tant que reviewer, moi, j'ai envie de voir ces deux choses ensemble. Premièrement, parce que si les tests sont bien écrits, en fait, les changements au test, c'est la première chose que je vais regarder, moi, en tant que reviewer, parce que ça me décrit un peu le changement que j'attends de voir dans le code. Et deuxièmement, si on revient sur les principes de la commit atomique, du changement atomique, c'est que ça laisse le code dans un état stable. Okay, et si je split les changements du feature avec l'update du test, ça veut dire que je ne peux pas reverter l'un ni l'autre des commits tout seul. Je vais être obligé de reverter les deux commits au même temps. Plus compliqué. Donc, moi, en tant que reviewer, je préfère toujours que chaque commit, s'il y a un changement et que ça modifie les tests, il faut modifier les tests et montre-moi ça au même temps. OK. Dernière section, niveau temps, je pense qu'on est plutôt bon. On est bon. Alors, je me pose juste une question, tu vois, par rapport au TDD, tu l'as abordé, mais ouais. D'après ce que tu dis, ça voudrait dire que si on fait du TDD, en gros, tu ferais un commit une fois que la phase verte est atteinte, c'est-à-dire que tu as fait un test qui fail, tu as fait le code qui répond à ce test-là, donc là, tu pourrais faire un commit parce que tu as l'état qui est stable, c'est-à-dire que tu as le code et le test qui fonctionnent, et tu ferais un autre commit séparé pour la phase de refactoring qui arriverait du coup après. Donc, tu aurais bien 2 commits par cycle, c'est ça? Après, ça dépend. Si jamais tu fais un cycle juste pour une petite section, tu vas pas forcément faire un commit. En fait, c'est ça pour chaque cycle de TDD. Toi, tu le ferais plutôt quand la feature, elle est complète, elle est stable. Ouais, en fait, ça dépend. Pour les nouveaux features, ce serait plutôt ça. Je mets tout dans un seul commit et puis on n'a pas vraiment besoin de voir le début quand les tests ne passent pas. Ouais. Par contre, quand c'est un bug, là encore, c'est un peu du pro coding for code review, mais la version pro de cette approche quand on va corriger un bug, c'est que le premier commit, ça peut être un test qui démontre le bug, qui reproduit la situation du bug avec un expected qui est foireux. Du coup, le reviewer, la première chose qu'il voit, c'est un unit test qui démontre un peu le problème qu'on va résoudre. Et après, le deuxième commit, on va résoudre le bug avec le test qui est updaté. Ça, c'est vraiment royal. En tant que reviewer, c'est le best-of, quoi. On voit d'abord quel est le problème, très concrètement, dans le code, pas seulement expliqué, parce qu'on sait tous que le code, ça parle mieux. Du coup, quand on voit le code, le test qui passe, mais qui ne devrait pas, là, ça nous parle directement. Et dans le deuxième commit, on voit l'update du test. On voit très clairement qu'est-ce qu'on est en train de corriger. Ouais, c'est pas mal. Très bien, merci. Yes. OK, donc, dernière section, donner du contexte. On retourne un peu sur le thématique de l'empathie. On va essayer de donner du contexte au reviewer pour que ce soit plus facile pour lui. 3 petits topics ici, les messages de commit, les descriptions des PR et, pour finir en très visuel, les Gitmoji. Donc, les messages de commit. On ne va pas refaire le sondage, mais quand on fait ça en live, je demande toujours combien de gens ont vu des commit messages comme ça, améliorer le widget. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on nous donne, c'est fix widget. Merci. Oh, je vois des thumbs up qui arrivent là. Fix bug. Ah ouais, merci. Ça m'aide. Fix bug, bravo. Feedback. Ouais. Work in progress, ouais, exactement. Bon, l'idée ici, c'est pas de shamer tout le monde, mais on prend le temps de réfléchir un petit peu, take a step back, l'empathie. Quand on envoie un PR ou un commit avec des messages comme ça, on donne rien au reviewer. En gros, on envoie un message au reviewer qui dit débrouillez-vous,
regardez dans le code, ça va vous expliquer tout. Des fois, ça passe si c'est un petit changement, mais la plupart du temps, ça peut épargner beaucoup de temps à votre reviewer si vous prenez le temps d'écrire un bon commit message. L'empathie. Donc, moi, mes conseils, la première ligne ou le titre de votre PR, que ce soit, ça doit être brève, pas trop long, mais complète. Et je trouve que c'est très, très important, ça. Pourquoi? Parce que moi, quand je regarde un pull request, qu'est-ce que je vois? Oh, pardon. Je vois le titre du pull request, évidemment. Et quand je vais sur l'onglet des commits, je ne vois pas tous les commit messages. Je ne vois que la première ligne. Et du coup, pour moi, qui fait des reviews des PR commit par commit, c'est hyper important que cette première ligne me parle et m'explique qu'est-ce qui est fait dans ce commit. OK? Une convention qu'on a chez nous à Datadog et dans plusieurs boîtes où j'ai travaillé, c'est de préfixer un peu le message en brackets avec la partie du code qui a été modifiée, le nom du composant, le répertoire, je ne sais pas quoi. Encore une fois, ça nous permet, nous en tant que reviewer, dans un clin d'œil, de rapidement regarder en diagonale le pull request et savoir de quoi s'agissent tous les changements. Et un dernier tip pour comment écrire des bons messages de commit. Donc, Arthur et moi, on a fait cette même présentation au Bordeaux.js il y a quelques mois et j'avais pris le temps de tout traduire en français et après, tout le monde me dit qu'ils écrivent jamais des commit messages en français. Du coup, je présente en anglais. Pour ceux qui écrivent des commit messages en anglais, un outil que j'utilise personnellement pour écrire les messages de commit, c'est je commence la phrase toujours avec « If applied, this commit will ». Et après, je termine la phrase. Et ce que je mets dans le message, c'est la terminaison. Je ne mets pas le « If applied, this commit will ». Du coup, if applied, quelques exemples. If applied, this commit will refactor subsystem X for readability. If applied, this commit will update getting started documentation. Release version 1.1. Remove deprecated methods. Donc, c'est une petite astuce, mais ça permet de vraiment avoir des commit messages qui sont terses, qui sont très compacts et qui suivent tous le même style. Et ça fait que, pour le reviewer encore, qui va lire de haut en bas vos messages de commit, c'est beaucoup plus facile de les lire. OK. Mais on sait tous qu'on n'écrit pas que des messages de commit. Il y a aussi les PR qui ont leur propre message. Donc, quelques conseils ici. Évidemment, pour le titre, les mêmes conseils que pour les commit messages. Le composant en brackets et puis short but sweet pour le titre. Après, nous, évidemment, la plupart des repositories ils vont avoir des templates pour les pull requests. Nous, on a ça. C'est pas exactement celui-là, mais c'est simplifié. Grosso modo, on aime commencer avec qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui est changé. Et là où je veux attirer l'attention, c'est que j'ai mis une image. Beaucoup de gens n'y pensent pas, mais surtout moi qui écris beaucoup de front, on fait beaucoup de trucs visuels. Mettre une image, ça vaut 1000 mots. Hein, et c'est tellement facile dans GitHub de faire ça. Et je tiens à dire que ce n'est pas que les fronts qui peuvent faire ça. Quand je fais un changement back, si je prends un screenshot de la data structure avant, la data structure après, ça aussi, ça peut très vite parler au reviewer et démontrer qu'est-ce qui est attendu dans le pull request. Donc, il ne faut pas hésiter. On peut même mettre des GIFs, des vidéos, etc. Alors, le contexte, ça, évidemment, on en a pas mal parlé déjà, mais ça ne mange pas de pain de mettre un lien vers votre ticket Jira ou Bug Tracker X. Et il faut savoir que votre reviewer, il a peut-être pas envie de cliquer sur Jira et ouvrir une page qui va prendre 10 secondes à loader avec plein de commentaires qui ne lui concernent pas. Du coup, une petite phrase qui explique un peu pourquoi on est en train de faire ça, c'est toujours sympa de rajouter. Et la dernière, qui est super importante, je trouve, c'est comment reproduire. Alors, chez Datadog, on n'a pas d'ingénieur de quality assurance.
En fait, c'est nous, les ingénieurs, qui assurons la qualité de tous nos commits. Et du coup, ça tombe sur le reviewer de reproduire un peu le code et valider que ça marche comme c'est attendu. Et du coup, prendre le temps en tant qu'auteur d'écrire un peu les steps qu'il faut suivre pour faire la QA de ce pull request. Non seulement c'est hyper sympa pour le reviewer, parce que c'est schématique, on suit les instructions et puis c'est bon, mais aussi pour vous en tant qu'auteur. Souvent, quand on fait ça, on se rend compte que il y a un edge case ici auquel je n'ai pas pensé, ou j'ai oublié de faire telle feature, ou le code que j'ai écrit, en fait, ça ne marche pas exactement comme je pensais. Du coup, cet exercice, ça prend du temps, mais sur le long terme, c'est rentable. Bon, dernier petit point sur comment donner le contexte. Il y a un petit outil qui s'appelle Gitmoji. Vous l'avez peut-être déjà vu ou peut-être pas. Ça paraît un peu infantile peut-être aux premières vues, mais moi, je l'ai adopté il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Et maintenant, je ne peux pas concevoir et écrire ni un commit, ni un pull request sans utiliser. C'est très, très pratique, c'est très visuel et très parlant. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est un système de classification par emoji de tous les types de commits possibles dans le monde. Il y en a un total, il doit y avoir une quarantaine, une cinquantaine, dont la plupart, on ne s'en sert pas au quotidien, mais les principes, le premier, là, R, pour la refactorisation, la restructurisation, Fire, quand on enlève des fichiers, le bug, évidemment, ça part de soi, Sparkles, quand on rajoute un nouveau feature. Donc, c'est une manière de classifier tous les changements atomiques qu'on est en train de faire. Encore un code smell, si on commence à utiliser ce système, si on se retrouve à faire 3-4 Gitmoji par commit, on essaie peut-être de faire trop de choses avec un commit. Bon, voilà, petit détail. Donc, pour vous donner un petit goût de quoi ça ressemble, voilà mon commit, mon PR que je montre depuis toute la presse, pré-Gitmoji, et voilà après. Et du coup, pour montrer la différence, là, quand je regarde, moi, en tant que reviewer, encore, empathie pour le reviewer, mais en tant que reviewer, je vois le bug dans le PR, le titre du PR. Du coup, tout de suite, je sais que l'objectif de ce pull request, c'est de corriger un bug. Après, dans le détail, quand je regarde les commits, je vois que l'auteur, il a commencé par faire un petit refacto. Après, il corrige le bug. Après, il rajoute un peu de documentation. Et ce dernier, en l'occurrence, ça veut dire c'est un changement suite feedback qui est reçu dans le code review. Donc, voilà. Encore une fois, dans une vue très rapide des commits et du pull request, je peux avoir une idée très visuelle de ce que je vais voir quand je vais aller voir le code. Bon, en résumé, développer, c'est un sport d'équipe. J'espère que vous le croyez bien, parce que ça l'est. Faut garder toujours la mentalité de la revue du code. Il faut essayer de voir votre code, de réfléchir à votre code que vous êtes en train d'écrire comme ça va être vu par le reviewer. Les changements atomiques, il faut toujours essayer d'écrire des changements les plus précis et petits et faciles à comprendre. Et finalement, donnez du contexte. Prenez le temps d'écrire des beaux commit messages, des beaux descriptions de PR. Et pourquoi pas utiliser Gitmoji, c'est fun. Bon, postlude, je vous avais montré tout à l'heure au début de la présentation que Datadog se trouve plutôt dans les grosses boîtes, etc. Mais est-ce que c'est aussi applicable, ce que je viens d'expliquer, pour des petites structures? Mon avis, c'est que oui. C'est important. Pourquoi? Parce que ça fait des revues plus rapides. Si de toute façon, vous faites du code review, que vous soyez 5 ou 50 ou 5000, ça va être plus rapide. Ça va être plus facile de repérer les bugs. Quand on fait des changements atomiques, on voit une chose à la fois et c'est beaucoup plus facile de repérer des problèmes que quand on voit 5000 lignes de changement par fichier. Et finalement, ça rend le code base plus accessible. Et maintenant, je cède le micro, je repasse à monsieur Arthur. Juste avant que tu cèdes le micro, on a une question de Peter qui dit
comment est-ce qu'on peut tester l'ordre des commits afin de garantir qu'un revert ne pose aucun souci de régression supplémentaire? Du type quand tu as une série de commits dans une pull request, Mhm. en gros, est-ce que l'ordre est à garantir? Est-ce qu'il y a des risques que si tu revertes l'un des commits, en fait, ça pose problème pour la pull request en entier, etc. Bah, alors là, on rentre un peu dans la configuration de chaque repository, etc. Mais chez nous, à Datadog, la réponse, c'est qu'on fait tourner la CI. Tu vois, on a une batterie de tests unitaires, de tests end-to-end, etc. Et on a la possibilité de faire tourner tous ces tests sur chacun des commits atomiquement. Alors, dans la réalité, est-ce que c'est hyper important que ce soit strictement respecté? En fait, la réponse, c'est que ça dépend. Typiquement, à Datadog, quand on va passer de l'étape de code review à la production, enfin, à la mise en production, là, on parle plutôt en merge. On va merger un PR entier. Et du coup, quand on va faire un revert, dans le cas d'un incident, ça arrive des fois qu'on va revert à un commit individuel, mais la plupart du temps, on va revert tout un PR. On va revert le merge en entier. Et du coup, la réponse, c'est ça dépend. Moi, en tant qu'auteur, ça m'est très important que tous mes commits soient vraiment revertables et tout. Du coup, des fois, j'attends la CI sur chaque commit avant d'avancer. Mais dans la réalité, c'est peut-être pas strictement nécessaire. Mais c'est un mindset. En fait, une des raisons pour suivre cette suggestion, c'est parce que, encore une fois, on fait de l'empathie pour le reviewer. Le reviewer, si lui, il va parcourir vos commits un par un, en fait, quand on regarde un commit en isolation, si on voit un bug ou un truc qui est incomplet, on a tendance à dire « Ah, tiens, ça ne va pas marcher ». Et du coup, si c'est parce que oui, mais juste après, dans le prochain commit, je le corrige, le reviewer, il ne le voit pas, il voit pas la totalité des changements. Et du coup, c'est là où l'isolation des commits et le fait que chaque commit soit complet, c'est vraiment important. Parce que sinon, on fait plein de commentaires pour des choses qui vont après changer et ça n'a plus de sens. Il y a une question d'un autre Peter, du coup, parce qu'il y a plusieurs Peter qui y participent. Est-ce que vous squashez les commits lors du merge lorsque tu fais un merge, ou est-ce que tu les laisses comme ça et tu fais un rebase ou À un merge Datadog, classique? bon, à Datadog, c'est très difficile de dire à Datadog parce qu'en fait, toutes les équipes font un peu à leur sauce. Dans mon équipe et dans le repository du front, on ne fait pas de squash. Donc, l'historique des commits est préservé. D'accord. Écoute, merci pour les réponses. Effectivement, on va passer à la partie 2. Hop. Je vais reprendre le partage d'écran. Donc, je pense que tu peux arrêter de ton côté. Et comme ça, après, si jamais vous avez des autres questions, justement, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, on les prendra à la fin. Je vais la passer assez rapidement à ma partie, mais n'hésitez pas, voilà, à interagir aussi dans le chat. Donc maintenant, sur la partie vraiment revue de code en elle-même, donc là, lorsqu'on est en train de faire la revue, la question à se poser, c'est quand on est justement reviewer, qu'est-ce qu'on doit regarder, etc. Donc si on repart un petit peu de la base de pourquoi est-ce que les pull requests existent, en fait, les pull requests, c'est quelque chose qui date de 2008, qui a été introduit par GitHub. Et à la base, l'objectif, c'était de pouvoir fonctionner de manière open source avec des équipes et des personnes qui font des commits et des modifications sur notre projet dans un cadre open source. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est intéressant quand même de pouvoir relire ce qui va rentrer dans votre projet quand c'est une personne que vous ne connaissez pas qui a fait des modifications. Donc ça, c'était vraiment la base des pull requests, mais ce n'était pas forcément utilisé dans le cadre des entreprises elles-mêmes. Et évidemment, c'est quelque chose qui s'est vachement démocratisé et qui aujourd'hui est utilisé dans quasiment toutes les entreprises. Puis comme on le voit aujourd'hui, voilà, chez toutes les personnes qui participent. Maintenant, il y a des pull requests tout le temps. Et en fait, c'est vrai que il y a quelque chose qu'il faut vraiment surveiller lorsqu'on met en place des pull requests et des revues de code. C'est les indicateurs justement de productivité qu'on va suivre. Là, je vous montre les indicateurs Accelerate, si vous ne les connaissez pas. Donc, en fait, c'est 4 indicateurs clés qu'il faut absolument suivre pour s'assurer que justement, on va mettre en production efficacement, rapidement et que
on va être productif dans notre équipe. Donc, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un de ces indicateurs qui est le change failure percentage, donc le change failure rate, qui en gros indique le nombre de changements en production qui a introduit une régression ou un bug. Donc, si une fois sur deux, quand vous faites une mise en production, vous avez un bug, vous allez avoir un très mauvais score sur cet indicateur. Et donc, de base, les revues de code, en fait, elles sont là pour améliorer cet indicateur précisément, pour faire en sorte que d'autres personnes de l'équipe puissent relire le code qui va passer en production. Et donc, on va réduire ce pourcentage de mise en production qui introduit des bugs parce qu'on est plusieurs personnes à relire ça. Le problème, c'est qu'en fait, si on met beaucoup de niveaux différents dans la revue de code et si on ne le fait pas forcément bien, etc., si on met plein de commentaires à chaque fois, même sur des petits changements, on va détruire notre lead time qui là est le temps justement qu'il faut pour un commit, pour un changement à passer en production. Donc est-ce que ça met une semaine et on a la mise en prod? Est-ce que ça met un mois? Est-ce que ça met 2 minutes? Donc ça, c'est vraiment un indicateur quand même qui est intéressant. Mais l'un va pas sans l'autre. Évidemment, si vous faites des mises en production 5 fois par jour, mais que la moitié du temps, vous cassez des choses, c'est pas du tout intéressant. Donc il faut quand même jongler avec les deux. Il ne faut pas trop dégrader le lead time parce qu'on a mis des revues de code un peu trop lourdes derrière. Donc ce que ça nous amène comme information, ça, c'est qu'on a plusieurs types de revues en fonction de ce qui va être modifié et qu'il faut essayer de s'adapter, en fait, justement, que l'équipe s'adapte aux changements qui vont avoir lieu, et cetera, au contexte, en fait. Il ne faut pas appliquer toujours le même process forcément et puis aller regarder les mêmes choses de la même manière sur tous les changements qu'on va faire. Donc là, il y a plusieurs manières de faire qui ont été apportées. Notamment, il y a quelque chose sur le blog de Martin Fowler là, qui a été poussé par Juan, qui est un modèle qui s'appelle le modèle Ship Show Ask. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ce modèle est assez intéressant. Il commence à être poussé de plus en plus dans des entreprises. Concrètement, ça veut dire que lorsque vous faites une pull request, en gros, vous avez maintenant 3 possibilités. Vous n'allez pas forcément avoir quelqu'un qui va toujours relire votre code derrière. Vous avez la possibilité de passer en mode ship. Ship, c'est j'ai confiance en ce que je viens de faire. Par exemple, je changeais un readme ou alors j'ai changé quelque chose, mais qui était vraiment trivial. Donc, c'est bien testé, etc. Il n'y a pas besoin que quelqu'un relise ce code derrière. Je vais le mettre en production directement. Donc là, c'est vraiment, on fait confiance à l'équipe, on se base plus sur la confiance et on autorise les gens à pousser en production des choses sans passer par ce process de revue. On a un autre mode qui est très intéressant, qui est le modèle chaud. Donc là, l'idée, c'est je vais pousser en production, donc un peu comme le premier état, sauf qu'il y a des choses intéressantes que j'ai envie de présenter à l'équipe. Notamment, j'ai mis en place un nouveau système de logger, par exemple, ou alors j'ai créé des composants qui sont utilisables par d'autres équipes. Donc, ce serait bien que je présente comment je les fais. Donc là, c'est vraiment, je ne dégrade pas le lead time, ça part en production, mais je vais quand même présenter après ce que j'ai fait justement dans le code. Et donc, je vais le proposer en revue à d'autres personnes. Et le dernier modèle, c'est le modèle Ask. En fait, c'est celui qu'on connaît tous. C'est le modèle de revue de code dont tu parlais, Eric, depuis tout à l'heure. Hein. C'est je vais demander à l'équipe ou à une personne de relire mon code et je vais attendre pour que ça passe en production, justement, que cette personne le relise. Mais ça peut nous entraîner des problèmes si on demande et puis qu'en fait, le reste de l'équipe n'est pas là, etc., parce qu'ils sont en congé ou quoi que ce soit. Ben, en fait, on a ce lead time qui peut facilement se dégrader. Alors, il y a des outils qui peuvent nous aider aussi à automatiser un petit peu ce modèle Ship Show Ask, etc. Notamment, il y en a un qui s'appelle ReviewPad. Il y a une personne, Freddy Mallet, qui avait créé SonarCube, qui maintenant travaille chez ReviewPad, qui a fait un webinar avec nous il y a quelques mois sur ce sujet, en fait, des revues de code également. Et donc, cet outil ReviewPad, c'est si vous utilisez GitHub, en fait, un outil qui va vous permettre d'automatiser justement ce principe de Ship Show Ask. Et en fait, vous allez pouvoir décrire des règles du type si telle partie du code est modifiée, ça veut dire qu'il faut 2 niveaux de review derrière parce que c'est vraiment quelque chose qui est complexe et donc il y a beaucoup de risques sur la production. Donc en fait, on va avoir comme ça la possibilité de catégoriser des parties du code en disant est-ce qu'elles sont plus critiques que d'autres. Puis aussi, on va pouvoir se donner des rôles dans l'équipe en disant est-ce que moi j'ai beaucoup de connaissances sur telle partie du code ou sur une autre. Et donc, automatiquement, en fait, l'outil, ce qu'il va permettre de faire, c'est de rajouter des labels et des affectations et qui va transformer en fait le statut des revues de code, des pull requests. Donc, en fait, directement, il va vous faire ça de manière automatique en fonction de ce que vous modifiez dans le code, etc. S'il y a beaucoup de changements, il va dire attention, c'est une pull request qui est complexe, donc on va demander à des reviewers, etc.
Donc, c'est quelque chose qui est intéressant pour justement accélérer et automatiser tout ça. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est quoi un bon commentaire? C'est quoi un commentaire qui est pertinent? Donc, évidemment, si on pose la question là, à tout le monde aujourd'hui, vous allez peut-être avoir un regard différent sur qu'est-ce que c'est qu'un commentaire pertinent. Euh, Ce qui est intéressant, donc là, c'est toujours pareil, c'est Freddy de ReviewPad qui avait présenté en fait cette manière de catégoriser un peu les commentaires. Et je l'aime beaucoup, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on applique. Donc, moi, je suis plutôt partisan de cette manière de faire, mais évidemment, chacun peut avoir sa manière. En gros, pour moi, un commentaire qui est pertinent, c'est un commentaire qui est mis sur un problème de fiabilité. Du type, il y a un bug évident, ou alors il y a un risque de bug important, parce que par exemple, il n'y a pas de test unitaire ou quelque chose comme ça. Là, évidemment, on peut mettre un commentaire, parce qu'en fait, il y a un vrai risque pour la stabilité de la production. Donc là, il faut que ce soit bloquant, il faut que ça passe pas en prod et que la personne tout de suite puisse retravailler ça. Le deuxième type de problème, c'est la sécurité. Donc, il y a un risque, il y a une faille de sécurité. Évidemment, là, vous allez mettre un commentaire et puis vous allez bloquer la mise en production parce qu'il y a une vraie faille de sécurité. Maintenant, la troisième catégorie qu'on pourra avoir, c'est plutôt des problématiques de maintenabilité, d'architecture, de choix techniques en fait, qu'on va faire dans le projet. Et là, c'est tout de suite plus tricky parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est pas forcément une bonne idée de mettre des commentaires, même pour des problèmes de maintenabilité sur le code? C'est qu'en fait, des fois, ces commentaires, ils vont être sujets à débat. Du type, tu devrais utiliser un bidder, par exemple, pour faire ça, puis quelqu'un qui va répondre dans le commentaire en mettant, ben non, c'est mieux de faire de cette manière-là. Et puis en fait, on va commencer à débattre dans la pull request et à dire, ben non, en fait, on a toujours fait comme ça, donc là, on va faire comme ça. Puis l'autre qui dit, bah oui, mais moi, j'ai vu dans une conférence que c'était intéressant, etc. En gros, comme disait Eric, il y a des smells dans la partie revue de code. Et il y a un bon smell ici qui est si quelqu'un répond à un de vos commentaires en vous disant qu'il n'est pas d'accord ou que justement ça fait un peu débat et qu'il y a peut-être une autre manière de faire, etc. Ça, c'est un smell que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut voir en revue de code. Il faut traiter ce sujet évidemment, mais pendant la revue de code, en fait, on va juste rediscuter tous les deux, on empêche sa mise en production. Et en fait, c'est un sujet qui devrait être débattu avec toute l'équipe d'un coup et pas uniquement juste avec la personne qui a écrit ce code-là. Sinon, en fait, vous faites un cloisonnement de la connaissance à vous deux, à deux personnes, par exemple, et les autres de l'équipe vont pas être au courant, vont pas pouvoir participer, échanger, etc. Donc, c'est vraiment important, en fait, de séparer ces revues de code en deux niveaux. Alors, d'un côté, la revue de code classique, où on va vraiment mettre des commentaires et bloquer des choses en production, pour la mise en production, s'il y a des problématiques de sécurité ou de fiabilité. Et d'un autre côté, des revues des pratiques de développement ou une revue des choix techniques qu'on a fait ou justement des nouveaux sujets, des nouveaux choix, des nouveaux types d'implémentation, etc., qu'on va mettre en place, qui va être avec toute l'équipe d'un coup, qui va se faire de manière asynchrone et qui va permettre justement de ne pas bloquer les mises en production pour discuter de tout ça. Alors, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer un exemple. En gros, avec les plugins qu'on a développés donc, avec Promise, on a un plugin pour GitLab ou GitHub ou Bitbucket ou Azure DevOps qui va permettre en fait justement de ne pas mettre toujours des commentaires, mais de sortir plutôt des sujets de discussion pour les traiter en revue de pratique avec tout le monde. Donc à quoi ça ressemble? Par exemple, ici, je suis en train de faire une revue de code. Donc là, il y a un nouveau fichier qui est arrivé, c'est pour ça qu'il est ouvert. Et la personne ici, dans ce fichier, en fait, a introduit cette ligne, la ligne 24, qui en fait, là, est un vrai bug potentiel. Pourquoi? Parce qu'il manque ici un await. Donc moi, ça me saute aux yeux tout de suite quand j'ai vu ça. Et en fait, la personne s'est dit, si je mets juste un await ici, ça va attendre le résultat de l'appel HTTP. Mais en fait, non, il faudrait aussi en mettre un sur cette ligne-là, parce que si cet appel met plus de temps à répondre, on va charger la vue sans avoir ces données. Et du coup, là, c'est un vrai bug dans l'application. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on en a parlé tout à l'heure. On va mettre un commentaire. Là, je bloque la revue de code. Je mets un commentaire. Le commentaire, je mets always wait for the response before loading the view. Et attention, il faudrait vraiment toujours attendre la réponse. Donc là, je vais mettre un commentaire pour bloquer la revue. Ce qui est intéressant, c'est que ce commentaire, en fait, pour éviter de répéter encore et encore quand il y a des nouveaux qui vont arriver la semaine prochaine ou dans 2 mois, etc., je vais pouvoir capitaliser dessus en créant une pratique dans Promise, donc directement via un bouton ici dans le champ de commentaires. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de créer ce qu'on appelle, nous, une pratique de développement en disant, en fait, il faut toujours attendre ici avant de charger des vues.
Je vais dire, est-ce que c'est un exemple négatif ou positif? Dans mon cas, c'est un exemple négatif parce qu'ici, ce n'était pas fait. Mais ça me permet en fait d'ajouter le commentaire, mais je sais que je vais pouvoir le partager avec toute l'équipe et pas uniquement avec la personne qui a écrit ce code-là. Et surtout, je vais pouvoir l'utiliser pour l'onboarding de nouveaux arrivants, etc. Donc en gros, je vais capitaliser sur ce que je dis. D'une autre manière, donc ce que je disais tout à l'heure, ici, on voit que la personne dans le composant Angular, elle a manipulé des dates sans forcément gérer les time zones. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas grave parce que dans ce projet-là, il n'y avait pas besoin de gérer des time zones. Par contre, il y a beaucoup de manipulation de dates qui se fait ici un petit peu en dur dans le composant, dans toutes ces méthodes-là. Et, et c'est une question qu'on peut se poser de est-ce que ce ne serait pas mieux de sortir un service, d'extraire un service pour gérer tout ce qui est manipulation de dates, comme ça a été fait ici, par exemple, pour les appels HTTP. Mais là, je ne vais pas forcément mettre un commentaire parce que je n'ai pas envie que la personne, que ça rentre en débat et qu'elle me dise bah non, en fait, peut-être qu'il faudrait utiliser autre chose ou j'en sais rien. Et surtout de bloquer la mise en production à cause de ça, alors que là, le code fonctionne très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste sélectionner ce morceau de code sans mettre de commentaire. Et avec un clic droit, j'ai une option ici avec le plugin Promise qui me permet d'identifier une pratique ou ce qu'on appelle nous un sujet de discussion, un topic. Et donc, je vais créer un sujet de discussion qui sera, par exemple, extract service for date manipulation. Ce serait pas mal d'extraire un service pour la gestion des dates, etc. Et donc ça, je vais l'envoyer comme un topic, mais je ne vais pas mettre de commentaire. Donc le code va pouvoir passer en production. Et ce qui va se passer, c'est que ça, c'est des revues de code qu'on va avoir de manière quotidienne, un petit peu avec tout le monde. Et à la fin de la semaine ou à la fin du sprint, donc là, on va se trouver un créneau avec toute l'équipe qui va durer en général 1 heure maximum. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle une revue de pratique avec tout le monde. Donc ça permet de faire ça de manière asynchrone. Donc on ne bloque pas du tout les mises en production. Mais à ce moment-là, on peut se servir du coup de l'interface ici de Promise pour regarder tous les sujets qui ont été remontés par tout le monde pendant les revues de code ou depuis notre IDE. On peut aussi envoyer des choses depuis l'IDE. Et en fait, à ce moment-là, on va voir tout ce qui a été remonté par tout le monde dans l'équipe. Et c'est à ce moment-là où on est tous ensemble qu'on va pouvoir discuter de ces sujets, valider ces pratiques ensemble en équipe si on est d'accord. On peut les challenger, lancer des battles pour aller voter pour ou contre, etc. Si on n'est pas forcément d'accord ou qu'on se dit il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre justement de garder ce temps avec toute l'équipe pour valider tout ça, pour rajouter éventuellement des descriptions aux pratiques, etc. Et ça, c'est ce qui est utile, c'est que on sera tous ensemble à valider ça. Et tout ce qu'on va voir à ce moment-là, on va pouvoir le valider, capitaliser et s'en resservir dans des ateliers d'onboarding pour les nouveaux arrivants. Ou éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer des pratiques en live si on se dit, par exemple, il ne faudrait pas utiliser Moment.js, par exemple, si je pourrais mettre never use moment.js, par exemple. Il faudrait utiliser en fait DateFNS ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pour l'exemple. En fait, si jamais je rajoute cette pratique-là, on a la possibilité aussi de configurer des suggestions automatiques. Donc là, je le fais avec une expression régulière, mais on peut le faire aussi avec des patterns plus avancés. Et derrière, ces patterns, en fait, ils vont permettre aux reviewers de pouvoir justement être guidés et accompagnés pendant la revue de code. Donc là, on va avoir des suggestions automatiques. Et on peut également, en fait, directement depuis GitLab, par exemple, afficher toutes les pratiques qu'on a définies chez nous. Donc ça va vraiment aider le reviewer, en fait, en capitalisant un petit peu sur tout ça. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon très rapide de comment on peut faire justement pour sortir un petit peu tout ce mécanisme de revue de pratique dans un format à part qui sera un format qui sera fait de manière asynchrone. Et donc, si je fais un résumé un petit peu avant qu'on passe éventuellement aux questions et aux échanges, parce que je vois qu'il y a encore des questions qui ont été posées. Un petit résumé, ce serait vraiment de créer des pull requests qui sont faciles à relire pour les autres. Donc, c'est tout ce qu'a expliqué Eric très bien au début sur les commits atomiques, sur les pull requests atomiques et justement sur tout ce qu'on peut rajouter avec Gitmoji en rajoutant de la description dans les pull requests avec des images, des manières, des steps pour reproduire justement tout ce qu'on va pouvoir appliquer dans cette revue de code. Donc ça, c'est vraiment super important. Sinon, évidemment, on perd tout le bénéfice de ça. Donner du contexte, maximum de contexte pour que la personne qui arrive, qui lit plusieurs revues de code dans la journée, qui fait plusieurs revues de code dans la journée, elle puisse à chaque fois retrouver rapidement le contexte de la revue. Ayez confiance et fluidifier les changements. Ça, c'est sur le modèle un peu ship, show, ask. C'est de se dire, il faut aussi éventuellement réussir à gagner en confiance dans l'équipe pour qu'on n'ait pas besoin forcément de passer par ce process à chaque fois. Donc, vraiment essayer de pouvoir squeezer un petit peu ce process. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de ne pas faire un seul format pour tout, qui est la revue de code. Et donc, on va débattre
sans fin de détails d'implémentation, etc. pendant les revues de code, et donc on va dégrader notre hit time, mais plutôt passer par ces revues de pratique où on est avec toute l'équipe et on va vraiment pouvoir justement discuter de ces sujets de fond et les creuser vraiment, quitte à faire des sessions de mob programming ou des katas ou des coding dojo sur comment est-ce qu'on fait pour instancier des composants React, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important de prendre ce temps avec l'équipe pour progresser tous ensemble sur ce qu'on a pu mettre en place pendant le sprint, etc. Donc, c'est important d'avoir vraiment ce format aussi de revue de pratique en parallèle des revues de code. Et donc, le fait de mettre en place ces formats de revue de pratique, ça va vous permettre aussi de créer ce qu'on appelle des standards de développement. Donc, les standards, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'être d'accord avec toute équipe sur la manière de faire. Chez Datadog, j'imagine que vous avez des manières de faire précises qui sont peut-être même spécifiques à des équipes à chaque fois. C'est pareil dans toutes les entreprises, que vous soyez chez Cdiscount, chez Amazon ou n'importe qui. Il y a des manières de faire qui sont différentes. Et c'est important vraiment d'avoir ces standards qui sont partagés au sein de l'équipe et entre les équipes. Parce que si on n'a pas cette définition de standard et de guideline en interne, on ne peut pas se mettre à faire des revues de code, sinon on va débattre à chaque fois, sinon le code va être super hétérogène, etc. Donc c'est vraiment important de structurer un petit peu tout ça. Merci à tous du coup pour être venus. Comme je l'ai dit, donc il y aura le replay qui sera disponible juste après le live. Alors je vois qu'on a d'autres questions. Quelles sont peut-être pour toi, Eric? Il y en avait une question pour moi et je pense qu'une autre qui est plus pour toi. Je peux te le lire si tu veux. Il y a Romain Aille qui dit: est-ce une bonne idée de valider l'APR, mais avec des commentaires non bloquants pour la partie bonne pratique, pour ceux qui n'ont pas encore réussi à vendre Promise à leur CTO? Alors, en fait, c'est mieux que rien, je dirais. Par contre, effectivement, le problème de ça, c'est que les commentaires dans GitLab ou GitHub, en réalité, une fois que le code va être mergé, ces commentaires, ils vont être entre guillemets perdus, même s'ils existent encore, hein. Mais aujourd'hui, je connais pratiquement personne qui revient dans les anciennes PR pour regarder des commentaires. Enfin, c'est encore pire que mettre des choses dans Confluence, quoi. Au final, on est vraiment sûr que personne va aller les voir. Et du coup, effectivement, on ne va pas du tout capitaliser sur ça. Donc, c'est vrai que c'est vraiment ça le problème. Je dirais à la limite, autant sortir ces choses qu'on a vues qui sont des commentaires intéressants, justement ailleurs dans Notion ou Confluence, ou les mettre dans un bloc-notes et essayer d'en discuter lors d'un point d'équipe avec tout le monde, ou dire à toute équipe, tiens, ce serait bien qu'on travaille là-dessus, ou juste à une personne si on n'a pas la possibilité de faire avec toute l'équipe. Mais voilà, c'est des sujets souvent qui sont super importants parce qu'au début, on se dit, c'est pas grave, c'est du détail. Et en réalité, comme tu disais, Eric, sur le long terme, ça va nous faire gagner beaucoup de temps, on va gagner en qualité. Donc, sur, par exemple, c'est quoi un test unitaire pertinent, comment est-ce qu'il faut tester nos composants, etc. Enfin, tout ça, c'est des questions techniques super importantes. Et aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de turnover, évidemment, dans l'IT. Donc, c'est super important d'être carré sur ces manières de faire. Donc, vraiment, c'est important de bien traiter ces sujets-là et de surtout pas les mettre de côté. Merci pour ta question, Romain. Et il y avait une question de Florian, du coup, qui disait l'approche Mikado méthode pour aller dans le sens des communautés atomiques, est-ce que ça t'arrive de l'utiliser? Qu'est-ce que tu avais dit, du coup? Oui, donc j'ai fait, je ne connaissais pas. Donc j'ai fait une recherche assez rapide pour trouver ce que c'était. Je suis loin d'être expert pour le coup, mais de ce que j'ai vu en diagonale du blog post, ouais, ça a l'air assez intéressant. En grosso modo, ce que j'ai capté, c'est que avant de se lancer dans un nouveau feature ou un bug, on écrit les objectifs. Et il y a une sorte de méthode visuelle où on va créer des petites bulles pour chaque étape vers le résultat final, qui finalement a l'air de ressembler plutôt bien au commit atomique qu'on peut voir dans la méthode changement atomique. Souvent, de toute façon, on a tendance à rajouter des termes et des noms sur des choses qu'on redécouvre un peu plus ou moins en le faisant avec l'expérience. Hein. Sur la partie commit atomique, c'est ça. La partie ship, show, ask, c'est un peu pareil. Hein. En gros, il y a plein d'entreprises qui, sans le savoir, en fait, font ça parce qu'elles font des revues de code, mais pas tout le temps, juste sur des parties importantes, etc. Donc, en fait, on est déjà un peu dans ce modèle ship, show, ask. Mais c'est vrai que c'est intéressant de prendre un peu de recul, de voir l'état de l'art et toutes les manières de faire pour pouvoir se dire, moi, je suis dans une startup avec 3 personnes. Est-ce que je fais du pair programming, du mob programming? Si on ne peut pas le faire tout le temps, est-ce qu'on doit faire des pull requests ou pas?
En fait, tout ça, ça va dépendre du contexte. Je pense qu'on est d'accord, Eric, hein, il n'y a pas de méthode à appliquer 100% du temps de la même manière dans tous les contextes. Même chez Datadog, peut-être d'une équipe à l'autre, peut-être que les manières de faire sont différentes. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci encore à tous d'être venus. On arrive à la fin de ce webinaire. Eric, si jamais il y a des gens qui veulent te contacter, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? J'ai mis les slides d'ailleurs j'ai un petit site web qui est un peu dédié à cette histoire de code review qui s'appelle codereviewmindset.com. Je peux taper dans le chat mindset.com. Vous pouvez aller là pour trouver les slides et mon contact, etc. Sans problème. Super. Eh ben, merci, écoute, pour le partage de ce site. Et puis, on fera sûrement cette présentation de la même manière, mais en anglais cette fois, qui est avec ta langue maternelle et qui n'est pas la mienne. Mais là, ce sera à moi de faire un effort. Mais du coup, effectivement, voilà, si jamais vous avez des personnes qui sont anglophones dans votre entreprise, on le refera sûrement en anglais. Donc, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. N'hésitez pas à suivre Promise pour voir un petit peu les prochains webinars qu'on va avoir. Alors, j'ai quelque chose à montrer d'ailleurs, qui sont les prochains webinars. Tac, ils sont ici. Donc, le prochain qui a lieu la semaine prochaine. On a aussi sur tout le mois de juin, mais on ne les a pas encore annoncés. Mais celui de la semaine prochaine, ce sera sur l'agile learning. Donc, vraiment la partie comment est-ce qu'on apprend régulièrement dans l'entreprise. Donc, on va parler de e-learning, on va parler de coaching technique, on va parler aussi de pair programming. On reparlera un tout petit peu de revue de code, mais on va rentrer un petit peu dans ce détail de OK, comment est-ce qu'on fait pour progresser, c'est quoi les différents mécanismes et est-ce qu'on peut fusionner justement différents mécanismes. On parlera de coaching avec du e-learning, avec justement des ateliers de revue de pratique, etc., qui permettent aux équipes de progresser sur différents sujets, que ce soit l'architecture, la sécurité, les tests, du React, n'importe quoi. Mais ouais, c'est un aspect qui englobe un petit peu tout ça, mais qui sera très complémentaire de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Merci Eric, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée Également. tout le monde. Merci Arthur. Et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir tout le monde.